J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je m'adresse à vous d'une manière un petit peu inhabituelle. Mais après tout, comme on l'a dit, je suis enseignant, je suis professeur, et quand on se trouve devant 300 ou 400, 500 étudiants, rester scotché, vous savez, un bureau comme ça, c'est l'assurance, si vous voulez, d'un véritable désastre. En outre, le fait de se déplacer un peu avec un micro donne un peu une impression légère de modernité qui fait toujours plaisir aux étudiants. Alors, j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc, je vais me déplacer là pendant la demi-heure pendant laquelle vous allez devoir me subir. Donc, j'ai choisi, il faut d'abord que ceci se mette en marche. Le premier slide, savez-moi de l'avoir. Voilà, moi, ça, c'est pas le premier, c'est pas très grave. Vous voyez, j'avais choisi deux petites phrases pour commencer en disant pourquoi la Wallonie a besoin de Bruxelles et, dans une certaine mesure, pourquoi est-ce que Bruxelles a aussi besoin de la Wallonie. Et je voudrais commencer par vous donner une réponse très rapide à ces deux questions. Ceci ne marche pas toujours très bien. Je le dirige vers où? Vers vous? Voilà. On vous l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, les grandes villes, il faudra s'entendre ce qu'on entend par grande ville, jouent un rôle croissant dans la vie économique. Mais néanmoins, ce qui est tout aussi important, c'est qu'une ville ne peut pas vivre, croître, prospérer sans son hinterland. Et par son hinterland, on entend, si vous voulez, tout ce qui est autour. Et vous allez voir, ça peut être très grand. Donc ici, quand je vais parler de ville, je veux que ce soit clair, ce n'est pas l'entité administrative. Les entités administratives sont très anciennes, elles n'ont plus aucune pertinence du point de vue économique. C'est un fait historique qui a des siècles derrière nous. Les villes n'arrêtent pas de sortir de leurs murs. Donc nous sommes, par exemple, ici, ou moi à Louvain-la-Neuve, nous sommes dans l'agglomération économique bruxelloise. Pour situer les choses. Bon. Alors, à quoi servent les villes? Alors là, ça pourrait peut-être vous surprendre à l'époque des nouvelles technologies de la communication, mais il y a un très large consensus parmi économistes, géographes et historiens pour dire à une chose primordiale, à connecter les acteurs, que ce soit les acteurs socio-économiques, politiques, mais aussi les individus, les ménages. La ville rassemble sur un petit espace et permet à ces acteurs et à ces individus d'être très facilement en contact. Alors, bien entendu, et vous le savez pour certains d'entre vous encore beaucoup mieux que moi, que nous vivons dans un monde qui se globalise de plus en plus, et donc on peut avoir l'impression, et certains en font leur fonds de commerce d'ailleurs, de dire que la proximité géographique n'a plus d'importance aujourd'hui. La mondialisation des échanges d'une part, les nouvelles technologies de la communication d'autre part, font qu'effectivement, que l'on soit à 5 km ou à 5 ou 10 000 km, la différence serait relativement mineure. Alors, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas vrai. En fait, toutes les données que nous avons montrent que c'est exactement le contraire. Que la proximité géographique a aujourd'hui plus d'importance qu'elle en avait il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi est-ce que j'ai mis ceci, The World is not flat? Parce que c'est le titre, à peu de choses près, The World is flat, d'un bouquin très connu, qui fut un best-seller aux États-Unis et aussi en Europe, et qui soutient le contraire. Mais comme souvent dans ce genre de travail, il n'y a pratiquement pas de données, alors qu'ici, ce dont je vais vous parler repose sur un nombre important de données collectées pas simplement au niveau belge, mais au niveau européen et parfois même au niveau mondial, comme dans les prochains slides. Alors, une petite équation, vous allez me dire, oui, évidemment, ça vous n'aimez pas, mais enfin, il n'y en aurait qu'une d'abord, et puis elle doit vous rappeler des choses. Newton, la gravitation, dont deux corps sont attirés en fonction directe de leur masse, et inversement en fonction du carré de la distance qui les sépare. On a tous fait un petit peu de physique dans notre jeune thèse. Bon. Alors, il se fait, si vous voulez, que quand on étudie le commerce international, c'est-à-dire le commerce entre pays, ici, les entités sont des pays, d'accord? Mais au niveau mondial, on retrouve une équation similaire. Alors, c'est là un peu barbare. Nous prenons deux pays, RS, d'accord? Mettons Allemagne et Grande-Bretagne. Et grand X désigne quoi? L'ensemble, la valeur de tous les échanges, dans les deux sens, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce que nous retrouvons à droite? G, c'est un facteur constant, qui, pour ceux qui s'en rappellent, l'équivalent de la constante universelle de gravitation. Et nous avons là, ces Y, nous avons le PIB du pays, R, Grande-Bretagne, et à côté, le PIB de l'Allemagne, au numérateur.
Alors nous avons ici ce alpha et bêta. Ben, ce qu'on fait, on doit les estimer, si vous voulez. On ne les connaît pas. Hein, chez Newton, c'est 1. Nous, on doit essayer de les estimer à partir de données qu'on a. Et puis nous avons ici quoi? Ben, la distance. Comment mesurer la distance? Je vous ai peint ce genre de choses. Il y a des dizaines de manières de le faire. On arrive pratiquement toujours aux mêmes conclusions. C'est très robuste. Donc nous avons la distance entre les deux pays. Et chez Newton, delta vaut 2. C'est très simple. Alors, notre travail à nous ici, c'est d'estimer, donc G, mais enfin c'est le moins important, mais les exposants alpha, bêta et delta. Alors, ce que nous trouvons, c'est que alpha et bêta sont pratiquement égaux à 1. On ressemble un petit peu à Newton. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est l'exposant de la distance. Si la distance dans les échanges contemporains du commerce international ne joue plus de rôle, ben en gros, cet exposant devrait être pratiquement égal à 0. Pourquoi? Parce que quelque chose à la puissance 0, ça vaut 1. Or, qu'est-ce qu'on remarque, si vous voulez? Et tous les travaux, ce qui veut dire ici des centaines de travaux, extrêmement bien faits du point de vue statistique économétrique, nous donnent pour delta une valeur qui est légèrement inférieure à l'unité. Attendez, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en moyenne, au niveau du commerce mondial, j'insiste bien, nous ne parlons pas du commerce entre la France et la Belgique, ici, hein, au niveau du commerce mondial, multiplier la distance par 2 équivaut à peu de choses près à diminuer les échanges par 2. Pour un monde où la distance ne compterait plus, c'est quand même assez surprenant. Vous dites, attendez, non, c'est ça, quelque chose qui ne marche pas, alors ce que vous nous dites là, parce qu'on fait aujourd'hui avec la Chine beaucoup plus de commerce qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, c'est tout à fait exact. Ce qu'il y a, c'est que nous faisons avec nos pays voisins, et pas simplement nous, ici, membres de l'Union, les pays fondateurs de l'Union européenne, mais c'est vrai en Asie, c'est vrai en Amérique, etc. Nous faisons proportionnellement beaucoup plus de commerce avec les produits voisins que nous n'en faisons avec les pays éloignés. De sorte que dans la hausse générale du commerce international mentionné par Baudouin précédemment, nous avons la croissance du commerce avec la Chine et quelques autres pays très éloignés, mais nous avons une croissance encore plus forte avec les pays proches. Je ne vous cacherai pas que cette régularité que nous observons reste encore un petit peu mystérieuse. Parce que comment se fait-il que la distance reste, à l'époque on nous dit les nouvelles technologies de communication réduisent cette distance à rien? Eh bien, je vais prendre un autre exemple pour vous montrer qu'elle peut parfois, cette distance, produire des résultats encore plus surprenants. Bien sûr, on va dire, oui, si vous avez une marchandise, un bien manufacturé à déplacer, il y a quand même encore des coûts de transport. Eh bien, prenons des biens pour lesquels il n'y a plus de coûts de transport. C'est-à-dire des jeux vidéo, n'est-ce pas, et de la musique. Piratés ou pas, ici ça ne nous intéresse pas. Vous savez que chaque fois que vous cliquez sur un site internet, ben, quelque part on enregistre votre adresse et celle du site visité. On dispose d'une banque de données absolument gigantesque, de milliards de données, hein, qui nous dit clairement de quel site à visiter quel autre site. Et 2 chercheurs canadiens ont mis en évidence ce phénomène suivant. Donc, j'insiste bien, jeux électroniques, d'accord, et musique. Donc, vous déchargez ça de votre ordinateur à coût nul. Modulo le prix que vous devez payer avec votre carte de crédit quand vous l'achetez, et vous payez le prix officiel. Eh bien, c'est que quand on augmente la distance de 1%, c'est quand même très peu, le nombre de visites de sites, lui, diminue de 3,25%. Alors vous allez me dire, mais attendez. Si je suis proche de l'Allemagne, et malheureusement je ne parle pas allemand, donc si le site est en allemand, je ne vais pas y aller, je le sais. Attendez, on n'est pas complètement idiots, on peut tenir compte de ce genre de choses, ce qu'on appelle contrôler pour ces effets. On tient compte du fait que les gens parlent des langues différentes et que visiter un site chinois reste problématique pour la plupart d'entre nous. Deuxième élément, si nous prenons des sites dans certains pays où la pénétration d'Internet est très faible, pensez au Mali, à la République centrafricaine aujourd'hui, donc effectivement, ces pays éloignés, peut visiter des sites qui sont situés dans ces pays, simplement parce qu'il y en a très peu. On tient compte de ces éléments également. Donc, ceux qui font ce genre d'études tiennent compte d'un très grand nombre de facteurs qui pourraient constituer des explications alternatives. Et quand on neutralise ces effets, on retrouve ce phénomène.
Et donc, vous voyez qu'ici même, sur des produits à coût de transport nul, la proximité continue à jouer un rôle important dans la manière dont les gens, ou nous, en moyenne, de nouveau, hein, en moyenne, nous nous comportons lorsque nous faisons du shopping sur Internet. Alors, voilà. Bon, pourtant, il y a un phénomène que vous connaissez aussi très bien et qui occupe le devant de la scène, associé aux délocalisations. Ce phénomène de la mondialisation, non plus des échanges proprement dits, mais de la production, est ce qu'on appelle la fragmentation géographique de la chaîne des valeurs. C'est-à-dire que grâce justement, d'une part à la baisse des coûts de transport, à la quasi ou la presque disparition du protectionnisme, d'une part, et d'autre part, le fait que nous avons ces nouvelles technologies de la communication qui nous permettent des échanges extrêmement rapides, certaines fonctions des entreprises vont pouvoir être décentralisées à une très grande échelle spatiale. Le phénomène n'est pas nouveau. Vous voyez, j'ai mis ici le mot « back offices » qui est utilisé aux États-Unis il y a très longtemps pour simplement référer aux fonctions des entreprises qu'on mettait en banlieue des villes. D'accord ? On ne les gardait plus au centre-ville, on les mettait simplement en banlieue. Nous sommes très loin de la Chine à ce moment-là. Mais en tout cas, ça voulait dire que l'idée que certaines activités de l'entreprise, on peut les éloigner. Et maintenant, on peut les éloigner, on peut les mettre très très loin, bien entendu. Mais en revanche, ce que l'on voit, c'est que d'autres activités, d'autres fonctions de l'entreprise, elles, surtout les fonctions stratégiques, et ce sont justement ces fonctions qui sont celles qui sont les plus créatrices de valeur ajoutée, les fonctions de gestion, bien entendu, mais la recherche et le développement, la logistique, le marketing, elles se concentrent dans un nombre de plus en plus restreint de grandes métropoles. Donc, d'une part, vous voyez, décentralisation géographique très grande de certaines activités, et au contraire, concentration géographique des autres activités, principalement donc les activités qualifiées de stratégiques. Juste pour situer, alors c'est un exemple qui est un peu extrême, mais il est quand même illustratif d'une tendance qui n'est pas exceptionnelle. Vous connaissez tous la petite poupée Barbie. Si nous imaginons, c'est beaucoup plus cher, hein, si nous imaginons que le prix d'une poupée Barbie est de 10 $, le coût de production de la poupée Barbie en Indonésie est de 1 $. Donc à peu près 9 $ sont dépensés en Amérique du Nord, en Europe, et maintenant dans un nombre plus important de pays émergents. Ce qui confirme, c'est un exemple un peu, il est un peu poussé, c'est un petit peu caricatural, bien entendu, mais je pourrais vous en donner d'autres qui vont dans la même direction et qui suggèrent qu'effectivement, Apple, lui, se trouve à l'autre extrême, où l'essentiel de sa production, sauf quelques activités de recherche et de développement, se font en Chine, mais Apple est aussi une exception dans son genre. Alors, c'est ça, voilà. Alors là, je vais être très vite, je ne vais pas vous demander de lire ça. C'est justement, si vous voulez, parce que nous avons une baisse spectaculaire des coûts de transport et des coûts dus à la containerisation, ce qui a été mentionné tout à l'heure, mais aussi des coûts de communication, que d'une part, la valeur du temps a terriblement augmenté. À quel espace, en combien de minutes ou en combien d'heures pouvez-vous obtenir une information, mais aussi la valeur de l'information. Si vous avez, époque très lointaine, quelque chose comme un petit monopole spatial, vous pouvez prendre un peu de temps pour réagir. C'est d'ailleurs une des critiques qu'on fait aux entreprises publiques, surtout quand ce sont des monopoles publics. Quand vous êtes en concurrence avec de nombreuses entreprises dans le monde, la réactivité est très grande, et donc l'accès à l'information, et donc la valeur du temps pourra disposer de cette information, et se procurer un certain nombre de services ultra spécialisés dont les entreprises ont de plus en plus besoin, devient de plus en plus importante. Donc on décentralise les activités que l'on appelle banales, et on centralise les activités dites spécialisées. Bon, j'espère qu'on tiendra compte du fait que je perds du temps avec ce truc, alors qu'habituellement, ça fonctionne bien. Ce n'est pas le mien. Je veux pas... Voilà. Alors, très rapidement, pour vous donner une idée du poids des grandes métropoles dans le monde, hein, parce que on est en Belgique, ce qu'on appelle les grandes villes, ce sont souvent des petites villes. Hein. Bon, il faut être prudent parce que, si vous voulez, quand on parle d'une ville, je vous dis, ce sont des agglomérations économiques, mais où mettons exactement les limites? Donc le travail est compliqué.
selon Price PwC, les 30 plus grandes métropoles du monde produiraient 18% du PIB mondial. Ici en Europe, regardez, ces chiffres sont intéressants, surtout en comparaison de ce que je vais vous montrer juste après. Un travail de l'Union européenne dit que 38 aires métropolitaines produisent 30% du PIB de l'Union européenne. Regardez maintenant cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre en orange les métropoles qui, tout ensemble, produisent la moitié du PIB américain. Vous en avez une vingtaine. Donc, dans l'Union européenne, vous en avez 38 qui produisent environ 30%. Aux États-Unis, vous en avez 20 qui produisent 50%. Alors, faites pas trop attention à la taille de ce genre de choses, hein, parce qu'il y a eu des déformations en passage des photos sur Internet, etc. Mais the big picture, comme on dit, est correct. Et d'ailleurs, The Economist a souligné ce fait que la relative faiblesse en matière d'urbanisation de grandes métropoles de l'Union européenne pourrait être un des facteurs qui explique la plus faible convectivité de l'Europe par rapport aux États-Unis. Alors, pour vous aider un peu de la puissance économique de ces grandes métropoles, eh bien, au début des années 2000, oui, parce qu'on compare l'Inde, hein, ici, ça fait 800 millions d'habitants, avec le Grand New York et le Grand Tokyo, eh bien, il y a un peu plus de 10 ans, ces deux grandes métropoles produisaient chacune plus que toute l'Inde. Une idée du poids économique absolument gigantesque que ces villes peuvent représenter. Et ça continue, si vous voulez bien m'aider, voilà. Alors c'est intéressant, si vous voulez, parce que le Grand New York, c'est à peu près la superficie de la Belgique, 31 000 km². Donc vous avez le Grand New York, qui est presque la Belgique, au point de vue superficie, avec, disons, le double d'habitants, on est 11 millions, mais enfin, c'est ça, et qui fait un peu mieux que le PIB de l'Inde il y a une dizaine d'années. Bon, ça vous donne vraiment une idée, je crois, la comparaison était ici intéressante. Ça veut dire qu'une Belgique qui serait terriblement urbanisée et extrêmement productrice ferait mieux que l'Inde. Nous sommes évidemment loin du compte. Hein. Alors, quelques exemples rapides. En Corée, vous voyez, la région capitale fait à peu près la moitié du PIB. Au Brésil, l'État de Sao Paulo, qui contient surtout la ville, produit 33, presque un gros tiers du PIB du Brésil. Pour un pays émergent, c'est intéressant. Maintenant, nous avons donc ici un pays qui a réussi en Asie, un pays émergent, et puis un pays qui nous est proche, l'Île-de-France, qui produit 28% du PIB de la France, avec une population de 18%. Et ces deux chiffres sont toujours intéressants, c'est que les grandes métropoles prospères et efficaces ont toujours un pourcentage beaucoup plus élevé dans la création de valeur que le pourcentage de la population. Ce slide est intéressant. Pourquoi? Parce que le Grand Stockholm produit 28% du PIB suédois, ce qui est la même chose que pour le Grand Bruxelles. Le Grand Bruxelles produit 28%, sont deux pays en termes de taille de population en gros comparables, et nous retrouvons, si vous voulez, une structure fort similaire. Mais si nous prenons Manchester, qu'on appelait au XIXe siècle l'atelier du monde, vous voyez que Manchester, aujourd'hui, avec 4 ne produit moins de 4% du PIB britannique. Donc vous voyez la dégringolade absolument spectaculaire de la région de Manchester et d'autres plus proches de nous que nous connaissons très bien. Alors, pour vous donner une petite idée, ce sont des montants qui remontent à 2008. Ces travaux sont compliqués, ça demande du temps. Vous allez dire 2008, c'est vieux, oui, mais pour avoir ces chiffres, c'est compliqué. C'est en milliards de dollars. Tokyo, les trois premiers... Alors, il y a plusieurs classements, mais les trois premiers sont toujours les mêmes. Tokyo est toujours numéro 1, devant New York, devant Los Angeles. D'accord ? Nous trouvons un deuxième petit peloton ici, de ces trois-là. Alors, ces trois-là, l'ordre peut changer. Hein, d'abord, ça dépend un peu de la conjoncture économique, bien entendu, mais ça dépend aussi un peu d'où on met les fameuses limites dont je vous ai parlé. Donc, Londres peut se trouver devant Paris ou Chicago, mais on les retrouve là. Osaka est pratiquement toujours 7e, parfois 8e. Alors, les choses deviennent plus compliquées après. Vous voyez tout de suite pourquoi à 390, 388, 388, on a des erreurs de mesure. Donc là, on commence à observer des changements. Et plus on descend, plus ça change. Ça fait comme une course cycliste. On voit distinctement le premier, le deuxième. Quand on arrive au 25e, 26e, on ne fait plus très bien la différence. Eh bien, c'est un petit peu comparable ici. Sur certains classements, on voit ressortir Shanghai, ça ne vous sera pas surpris, à la 10e position. Mais vous voyez apparaître, il y a une chose qui est intéressante ici, vous avez déjà
4 villes américaines dans les 10 premières. Et quand vous regardez les 20 premières, vous en trouvez 8. Donc ça confirme, si vous voulez, une observation que j'ai faite tout à l'heure sur le poids des villes aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau... ça provoque des disparités régionales. Et ces disparités régionales, que nous connaissons bien en Belgique, trouvent principalement leur origine dans les disparités salariales. Alors, quels sont, regardez maintenant au niveau intranational, et là ce sont des chiffres, des résultats que je vous présente pour la France. Pourquoi la France? Parce que c'est le pays pour lequel on a les données les plus détaillées, qui sont celles de la sécurité sociale. L'administration française fait remplir des formulaires extrêmement détaillés, ce qui permet des analyses très fines. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à peu près la moitié des disparités salariales entre zones d'emploi françaises, il y a 340 zones d'emploi en France, définies par l'INSEE. Par comparaison, un département étant une province belge, on pourrait dire que, étant donné la différence entre les deux pays, une zone d'emploi serait en gros un arrondissement en Belgique, pour situer les ordres de grandeur. Donc, à peu près la moitié des écarts salariaux moyens à l'intérieur de ces 340 zones d'emploi tient à la distribution géographique du capital humain, au niveau des qualifications. Donc, ces disparités qui provoquent énormément de discussions, pas simplement en Belgique, mais dans beaucoup d'autres pays, trouvent leur origine dans un phénomène qui est la concentration géographique des travailleurs qualifiés. Un deuxième élément qui vous surprendra peut-être davantage, c'est qu'une plus grande densité d'emploi, toutes choses égales par ailleurs, donc en contrôlant pour tous les autres facteurs, en particulier les différences dans la distribution des qualifications, une plus grande densité d'emploi permet d'augmenter la productivité du travail. Autrement dit, ici, si vous doublez la densité d'emploi, la productivité moyenne en France augmente de 3%. Vous allez me dire, mais attendez, doubler la densité d'emploi, si, c'est très réaliste. Parmi les 340 zones d'emploi françaises, la densité varie de 1 à 7. Donc, si vous ajoutez avec les intérêts composés, les 3%, ça commence à faire quelque chose de tout à fait significatif. Dernier élément, le potentiel de marché, c'est un peu du jargon, ça veut dire quoi? C'est la proximité des grands marchés. Est-ce que vos voisins sont riches? La Suisse, c'est un pays qui n'a pas de commerce maritime direct, même s'il leur arrive parfois de gagner des compétitions navales. Mais elle est entourée de pays extrêmement riches. L'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie, un tout petit peu moins, mais quand même extrêmement prospères. Surtout, c'est le nord de l'Italie qui compte en eux. Donc cette proximité joue un rôle très important également. Les entreprises ont des profits plus élevés, en tout cas génèrent, si vous voulez, des profits bruts d'exploitation plus élevés, ce qui va permettre, dans la négociation salariale, de mieux payer les travailleurs, et ce qui se reflète évidemment dans des salaires également plus élevés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre Europe? Alors là, vous avez un classement qui est basé sur ce qu'on appelle les régions NUTS 2. Les régions NUTS 2, c'est une nomenclature définie par Eurostat. Pour la Belgique, les régions sont les provinces. Pour la France, ce sont les régions françaises. Ce n'est pas du tout la même chose, mais ça, on n'en peut rien. Pourquoi? Parce que Eurostat travaille avec les données que lui fournit chaque pays. Et chaque pays a choisi sa propre nomenclature, sans aucune coordination. Vous voyez que l'Europe manque dans beaucoup d'endroits. Et qu'est-ce que vous voyez en tête? Ça, c'est le PIB par habitant. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le Grand Londres est en tête, ça ne vous surprend pas. Luxembourg, eux, ils n'ont qu'une zone. C'est la zone NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2, c'est une seule zone, en deuxième position. Et puis, vous voyez Bruxelles, capitale, qui est en troisième position. C'est quand même assez remarquable. Ce qui amène d'ailleurs à chacun de dire, quand on va à l'étranger, de dire « tu vis dans une ville de riches ». C'est très différent. Puis vous retrouvez Hambourg, Bratislava, l'Île-de-France, Paris, Prague, Stockholm, Groningen aux Pays-Bas, Loberman, Munich. Donc vous retrouvez ici de grandes villes européennes et vous retrouvez quand même très bien classées les deux plus grandes villes européennes, à savoir Londres et Paris, puis ce sont les seules deux très grandes mondiales au niveau européen que nous ayons en Europe. Peut-être Berlin demain, mais ce n'est pas encore là. Et rien ne le montre dans l'immédiat. Alors, Bruxelles maintenant. Et quelques mots sur Bruxelles et la Wallonie pour terminer. Bruxelles,
Mais vous voyez, voilà l'appréciation que porte le magazine que vous connaissez tous. Pour eux, il est évident que Bruxelles, et ils ont raison d'ailleurs, bénéficie à tous les Belges. Cette opinion n'est malheureusement pas partagée par tous nos concitoyens. Et si, je vais sauter ceci parce que je perds quand même pas mal de temps, voilà. Comment démontrer que Bruxelles est une ville productive? Eh bien, il y a une façon assez relativement simple de le dire, c'est que nous avons un très grand nombre de Flamands et de Wallons qui viennent travailler dans la région de Bruxelles-Capitale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Flamand et qu'est-ce qu'on appelle Wallon? On appelle Flamand ici qui réside en Flandre, et on appelle Wallon qui réside en Wallonie. Pas moyen de faire autrement, parce que nous n'avons pas d'autres critères. Et nous voyons que le nombre de travailleurs qui viennent travailler à Bruxelles est très élevé. Il représente 52% des emplois situés dans la région Bruxelles-Capitale. En d'autres termes, plus de la moitié des gens qui viennent travailler à Bruxelles n'habitent pas à Bruxelles. Ce qui a une implication très forte, c'est qu'on peut avoir un PIB par habitant extrêmement élevé, on l'a vu tout à l'heure, mais des revenus bas, parce que ceux qui créent ce PIB très élevé n'habitent pas à Bruxelles, alors qu'habitent Bruxelles ceux qui sont créateurs de peu de variabilité. Et pour confirmer l'attrait de Bruxelles, vous voyez que les Flamands, entre guillemets, donc, qui viennent travailler à Bruxelles, gagnent en moyenne 21% de plus que les Flamands qui travaillent en Flandre, et que les Wallons qui viennent travailler à Bruxelles gagnent 17% de plus que ceux qui travaillent en Wallonie. Ce qui reflète effectivement, c'est le reflet de cette concentration du capital humain. Petite carte qui vous montre la manière dont le PIB par habitant est distribué dans notre pays. Vous voyez, ce qui est intéressant, vous avez l'ancien duché du Brabant ici, qui fait extrêmement bien, hein, et vous retrouvez l'arrondissement ou la province où nous sommes, et vous voyez que les provinces ou les arrondissements, c'est pas arrondissement, wallons font évidemment beaucoup moins bien, vous ne serez pas surpris. Si on regarde maintenant la croissance du PIB par habitant sur une période de 10 ans depuis 2003, nous voyons qu'ici, Bruxelles stagne. Ça ne vous surprend pas. Il y a des problèmes, mais il y a aussi que plus vous êtes haut, plus c'est difficile de croître. Donc, plus vous êtes riche, plus l'accroissement de richesse devient difficile. Et nous remarquons effectivement que nous avons d'autres quelque chose de surprenant. L'arrondissement d'Arlon qui devrait faire beaucoup mieux du fait de sa proximité avec le Grand-Duché. Alors, juste en passant, regardez la dernière ligne ici, Paul Schächer de la London School of Economics, pour lui, qui a travaillé très sérieusement sur les régions urbaines, eh bien, le Grand Bruxelles, c'est 4 millions d'habitants. Je ne sais pas ce que Bart de Wever pourrait être ça, mais enfin, c'est assez spectaculaire. Alors, soyons moins impérialistes, disons. Voici une carte qui est basée sur un travail de Vincent Blondel, le nouveau recteur de l'UCL, et d'Isabelle Thomas. Donc, ils ont 200 millions de données qui leur viennent d'une société de téléphonie. 200 millions, c'est énorme, hein, d'appels. Et là aussi, on sait d'où vient l'appel et à quelle dilation il va. Et donc, il s'agit de regrouper. C'est un travail qui n'est pas facile. Hein. Il s'agit de regrouper et de dire, tiens, comment pourrait-on dire que l'origine et la destination appartiennent à la même zone, ou au contraire, quand peut-on dire qu'ils appartiennent à deux zones différentes? Donc c'est un problème mathématique compliqué. Et Vincent Blondel est l'auteur d'un travail extrêmement, qui est sans doute le meilleur actuellement sur le marché. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la zone de Bruxelles, ici, inclut Halle-Vilvoorde et le Brabant wallon. D'accord? Donc, au niveau du bassin de vie, parce que ces communications ne sont évidemment pas que des communications d'affaires, elles sont principalement des communications entre étudiants, entre élèves, entre garçons et leurs petites copines, entre familles, etc. Nous voyons que le bassin de vie de Bruxelles est situé là. Leuven est séparé. Ce qui personnellement ne me surprend pas, parce que Leuven a son propre bassin d'emploi. Vous retrouvez d'autres éléments ici. Je vais vous montrer une autre carte. Là, voilà le Grand Bruxelles selon ce bassin d'emploi. Vous voyez plus ou moins bien, je ne sais pas, le nom des communes, et peut-être allez-vous pouvoir vous situer. Mais nous avons ici les 19 communes, et nous voyons que nous dépassons le Grand Bruxelles, reprend en gros Halle-Vilvoorde, et, sauf Nivelles, mystère, l'arrondissement de Nivelles. Une autre carte que l'on doit ici, qui est intéressante de mentionner, car elle est faite d'un géographe de la KU Leuven, qui est un géographe extrêmement respectable, et qui n'hésite pas dans son travail à définir le Grand Bruxelles comme étant évidemment beaucoup plus grand que les 19 communes.
nous y retrouvons quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait. Lui a fait son travail différemment, mais beaucoup à ce qui est montré, ce qui a été montré précédemment à partir des communications téléphoniques. Donc le Grand Bruxelles s'étend très largement en dehors des 19 communes, aussi bien vers le nord que vers le sud. Je saute ça. Quelques mots rapidement, parce qu'il me reste très peu de temps sur la Wallonie. Si nous regardons la situation au travers de l'Union européenne des 27, nous avons un PIB par habitant de 23 500 euros. Si nous regardons la Wallonie, nous voyons que nous faisons évidemment beaucoup moins bien. D'accord ? Et nous voyons que la région flamande fait bien, mais néanmoins, la région flamande faisant bien n'est pas dans les champions européens. D'accord ? C'est surtout par rapport à la Wallonie que la région flamande fait bien. Sachant que Halle-Vilvoorde, je ne dis pas, est l'arrondissement le plus dynamique du pays. Et je me dis parfois que si, dans la séparation de l'ancien arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, nous avions un arrondissement très pauvre, peut-être que le militantisme pour séparer les deux arrondissements aurait été moins grand. Enfin, ouais. Et qu'est-ce que vous voyez? Ben que là, la province du Hainaut, en dépit du fait qu'elle ait reçu 2,5 milliards d'euros de la fin des années 1990 au début des années 2000 de l'Union européenne et de la région wallonne, stagne méchamment. Et cette moyenne est la moyenne de l'Union européenne des 27. C'est-à-dire que nous avons les Roumains, nous avons les Bulgares, nous avons des régions tchèques qui nous tirent vers le bas. Autrement dit, dans l'Union européenne des 15, le Hainaut fait encore beaucoup moins bien. Donc, problème. Oui, ça ne dure pas. Alors, je vais passer ces transparents parce que... Voilà. Oui, ça va. Alors, oui, non, je n'aurai pas assez de temps pour parler de ça parce que vraiment, il y a un souci. Hein. Voilà. Alors, ici, je vais brièvement vous parler de cette enquête qui a été faite par l'INSEE dans la région Rhône-Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que vous voyez, comme elle l'indique, c'est l'environnement souhaité par les entreprises. Cette enquête a été faite auprès des entrepreneurs, auprès des managers de pratiquement toutes les entreprises de la région Rhône-Pas-de-Calais. Et elle a été faite de manière très originale. Au lieu de demander qu'est-ce que vous pensez de l'île, le Tourcoing, etc., on a présenté un petit panier d'avantages. Et en demandant aux entrepreneurs quels sont les avantages qui pour vous sont importants. Et qu'est-ce qui ressort, si vous voulez, de ça ? Et le chiffre peut vous surprendre, vous pensiez peut-être qu'il est plus bas, mais dans les entreprises, nous n'avons pas que les fonctions stratégiques des grandes entreprises mondiales, bien entendu. C'est que la vraie coupure se fait à partir de 100 000 habitants. Les entreprises sont attirées principalement, les entreprises du Pas-de-Calais. Il y a des exceptions au niveau de l'agroalimentaire, non. D'accord ? Donc nous avons au niveau secteur, il y a des différences, mais la tendance lourde, forte, 100 000 habitants, c'est le point de coupure. Et, bon, il me reste 1 minute, quelques mots, alors rapidement sur cette musale, sur la mobilité, c'est que la plupart du travail qui a été mené, et auquel je souscris, largement, se concentre surtout sur la mobilité que nous appelons les navettes, domicile, lieu de travail. Mais il existe une autre mobilité qui est très importante et qui est très faible en Belgique, qui est la mobilité résidentielle. Or, il y a ce qu'il est important de comprendre ici. Mais oui. Vers le fond. Ah oui, ça va aller très bien. Voilà, ça ira mieux. Ah, non. Normalement, la télécommande est là. La télécommande, là, c'est un peu loin. Bon, d'accord. Ça va un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une baisse du coût des navettes si on améliore considérablement la mobilité? On peut s'attendre, les analyses empiriques et aussi les analyses théoriques, dire une plus grande densification de l'emploi. C'est une bonne chose, puisque nous avons vu que la densité d'emploi est un facteur qui tente à améliorer la productivité du travail. Mais, je vais aller là, attendez, voilà, ça va conduire aussi à un plus grand étalement résidentiel. Donc, si en termes de PIB, ceci est une bonne nouvelle pour la région bruxelloise, ceci est évidemment une beaucoup moins bonne nouvelle. Et pourquoi est-ce qu'on a cet étalement? Parce que, et c'est un phénomène universel, nous avons tendance à préférer les grands jardins aux tout petits jardins. Nous avons tendance à qu'on va préférer les grands appartements aux petits appartements de 20 ou 30 mètres carrés que les Japonais utilisent. Et par conséquent, et c'est mon dernier slide, il faut ici
que nous menions une politique sur Bruxelles où, bien entendu, on mette en œuvre les politiques visant à améliorer la mobilité de type domicile de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui rendent également Bruxelles beaucoup plus attractive au niveau résidentiel. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, Bruxelles, au niveau résidentiel, est une ville qui n'est pas chère. Et si nous pouvions avoir une politique de coordination en matière de réhabilitation des quartiers, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il y a peut-être beaucoup plus de terrain pour créer de grandes entreprises, mais il reste encore un très grand potentiel pour y implanter des habitations. Un grand merci pour votre attention et désolé pour